Bernardin, et professeur également à l'Institut chrétien d'Orient sur toutes les thématiques liées à l'Ukraine et aux églises ukrainiennes. Voilà, merci beaucoup. Merci Nicolas. Je vous laisse la suite. Merci, merci. Moi, je suis heureux d'être avec vous dans ce lieu parce que c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. L'une de co-directeur du département politique et religion au Bernardin et l'autre aussi de directeur du département Ukraine à l'Institut chrétien d'Orient, donc soutenu par l'œuvre d'Orient. Donc, je suis content de pouvoir vous parler parce qu'on fait pas mal de choses ensemble. On a depuis pas mal d'années organisé des séminaires sur l'Ukraine et notamment sur les causes profondes de la guerre, dont la cause religieuse, avec Antoine Fleffel et l'Église gréco-catholique ukrainienne en particulier et d'autres partenaires, des églises orthodoxes aussi. Et du coup, l'année dernière, on a sorti ce livre, Les églises et la construction de la paix en Ukraine, qui se trouve chez l'Harmattan, que je vous recommande. Cette année, on va sortir un nouveau livre, toujours chez l'Harmattan, sur les églises orthodoxes, la crise des églises orthodoxes. Et l'année prochaine, alors, si vous voulez le faire circuler, et l'année prochaine, on va, au mois de janvier, Institut chrétien d'Orient, Collège des Bernardins, lancer un séminaire de recherche. Donc, c'est une réunion une fois par mois. Donc, en tout, il y a 6 réunions jusqu'au mois de juin, où là, il y aura une grande soirée conclusive aux Bernardins sur la question de la justice pour l'Ukraine. Autant sur les questions des causes profondes de la guerre, maintenant, on a fait le tour et on sait comment répondre notamment à l'État russe qui dit qu'on n'a rien compris en Occident sur les causes profondes de la guerre. On est en mesure de répondre, et on va en parler ce soir. Autant sur la question de la justice en Ukraine, où est-ce qu'on en est du tribunal pénal international pour crimes d'agression pour l'Ukraine? Où est-ce qu'on en est au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme au Conseil de l'Europe? Où est-ce qu'on en est pour les crimes pour viol, sur les civils, les accusations de génocide? Toutes ces questions-là, on va réunir des experts sur ce sujet et au mois de juin, on va rendre ça public. Donc, si parmi vous, il y a des jeunes, il y a tout simplement des chercheurs qui s'intéressent à ces questions-là, vous êtes les bienvenus. C'est 2 heures par mois de votre temps. Et nous, ça nous intéresse de partager ça avec des gens comme vous. Donc, on pourra en reparler éventuellement. Moi j'ai sorti mon dernier bouquin, j'ai sorti pas mal de livres sur la question russo-ukrainienne. Et le dernier livre que j'ai sorti personnel, c'est 2023, Pour sortir de la guerre, vaincre l'agression russe contre l'Ukraine et la démocratie. Donc, je parle des causes profondes de la guerre. J'aborde un petit peu la question religieuse, mais que j'avais déjà abordée dans d'autres livres. Vous pouvez vous pouvez jeter un coup d'œil. Mais je ne traite pas spécifiquement de la question de l'Église orthodoxe ukrainienne dont on va parler ce soir. Et je vous propose d'en parler ce soir parce que, je me suis rendu compte que ça fait bien 2-3 ans que j'en ai pas parlé publiquement, que deux, ça reste l'un des arguments majeurs de cette guerre, et en tout cas l'un des arguments majeurs déployés par le Kremlin, par Vladimir Poutine, pour dire pourquoi il attaque l'Ukraine et pourquoi chaque jour, vous voyez bien qu'il y a des centaines de morts sur la ligne de front. Pour cette raison, il y a les chiffres du côté russe, c'est 1 million de personnes soit blessées, soit décédées depuis 2022. Donc c'est gigantesque. Il n'y a pas d'équivalent dans une guerre en Europe depuis 1945. Et donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais parler de cette question qui en plus fait l'objet d'une désinformation énorme. Il y a beaucoup de débats contradictoires, mais surtout de fausses informations sur cette question de la question religieuse comme source de la guerre. Et donc, ce que je vous propose, c'est pendant 45 minutes de vous faire un exposé général sur ce sujet. Et après, on aura du temps pour échanger, dialoguer. Il se trouve en plus que je reviens d'Ukraine. La semaine dernière, j'étais à Kiev et j'ai eu l'occasion de rencontrer des représentants de différentes églises, notamment des églises orthodoxes et notamment
d'une personne dont je vais beaucoup vous parler ce soir, qui s'appelle Viktor Yelensky. Viktor Yelensky, c'est le chef du département, on va dire, du département des cultes, au même titre que nous, au ministère de l'Intérieur, on a un département des cultes. Eh bien, lui, c'est l'équivalent pour l'Ukraine. Ça s'appelle le département de l'ethnopolitique et des nationalités et de la liberté de conscience. Et donc, c'est la personne qui connaît le mieux le sujet et c'est lui qui, au nom du président Zelensky, gère cette question religieuse. Donc, j'ai eu l'occasion de l'interviewer et de faire le point sur aujourd'hui où est-ce qu'on en est concrètement. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler en 3 temps ce soir de ce sujet. Un premier temps, ça va être les faits, concrètement, les chiffres, les statistiques, combien il y a de croyants, de quelles églises. Deuxièmement, les accusations. Pourquoi Poutine considère que l'Ukraine est persécutée par des nazis et qu'il faut absolument défendre les orthodoxes ukrainiens. Et ce que répond par la loi le gouvernement ukrainien. Et aussi, toujours dans cette première partie, la réalité des persécutions dont on parle peu, parce qu'il n'y a pas de journalistes et qu'il n'y a personne là sur place, en Crimée, dans le Donbass. Dans un deuxième temps, je ferai une analyse historique très rapide de la question, parce qu'en fait, s'il y a des malentendus entre les uns et les autres, c'est d'abord parce qu'il y a une lecture de l'histoire qui est différente. Et puis, dans un troisième temps, j'essaierai de présenter des voies de sortie du conflit, parce que au bout du compte, c'est ça qui nous intéresse. Euh, Moi-même, j'ai créé un institut d'études écuméniques en Ukraine. J'ai vécu 17 ans en Russie et en Ukraine. Pour l'ambassade de France à Moscou, pour l'ambassade de France à Kiev, et j'ai créé l'Institut d'études écuméniques à l'Université catholique ukrainienne en 2002, que j'ai dirigé jusqu'en 2010. Et en 2011, je suis revenu en France au Collège des Bernardins. Mais donc, du coup, j'y retourne depuis de façon régulière, mais on peut dire que oui, je connais pas mal les acteurs sur le terrain pour avoir passé autant d'années sur place. Donc, première partie, les faits, l'état des lieux. Et on va commencer par les statistiques. Et là aussi, c'est pas facile, les statistiques, parce que vous imaginez que depuis 2022, donc le 22 février 2022, c'est l'extension. La guerre, elle a commencé en 2014, en février-mars 2014, avec surtout l'annexion de la Crimée par Poutine. Elle s'est étendue dans le Donbass. Et puis en février 2022, la guerre a été étendue à tout le territoire ukrainien. Et donc, avant 2014, on avait des chiffres, c'était facile. Il y avait 44 millions d'habitants en Ukraine. Et sur ces 44 millions d'habitants, on considérait qu'il y avait 25 millions d'orthodoxes, 5 millions de gréco-catholiques, de catholiques de rite byzantin. C'est la plus grande église catholique orientale dans le monde. Et c'est pour ça que l'œuvre d'Orient a beaucoup fait pour soutenir cette église, y compris l'Institut d'études écuméniques que j'ai fondé là-bas, d'où notre amitié. Donc voilà, 4 à 5 millions de gréco-catholiques, 1 million presque de catholiques romains, en lien avec l'héritage polonais en particulier, puisque l'Ukraine a fait partie de la Pologne pendant un certain temps, et au moins jusqu'en 1939, entre 1917 et 1939. Quelques centaines de milliers de protestants. Donc là, en tout, on arrive à 31 millions de chrétiens. Et puis, par ailleurs, il y a quelques centaines de milliers de juifs, mais qui ont beaucoup souffert pendant la guerre, puisqu'il y a eu la fameuse Shoah par balle, et donc beaucoup ont été fusillés ou ont dû s'exiler, et quelques centaines de milliers de musulmans, notamment les Tatars de Crimée, très présents en Crimée. Voilà, et ça, on considère que ça fait 70% de la population qui se déclare croyante, et le reste, agnostique ou athée. Mais globalement, c'est donc un pays à forte domination chrétienne, et dans cette domination chrétienne, forte domination orthodoxe. C'est la deuxième église orthodoxe dans le monde, la première étant l'église de Russie. Ça, c'était avant 2014. Depuis, vous imaginez que c'est compliqué. La Crimée a été annexée, il y a déjà 2 millions de personnes en moins. Le Donbass a été occupé, il y a déjà 1,5 million de personnes en moins. 14 millions de personnes qui ont changé de domicile depuis l'extension de la guerre en février 2022.
Donc, les statistiques deviennent compliquées, mais en novembre 2023, il y a un centre qui s'appelle le centre Razumkov auprès de l'Académie Mogila, qui est assez réputé pour ses études statistiques, qui a fait une étude du terrain et qui a expliqué en pourcentage, parce que c'est plus simple, l'état de la situation, pour dire que, en particulier, l'Église orthodoxe d'Ukraine reste l'Église majoritaire en Ukraine, avec 42,2% de la population qui se définit comme faisant partie de l'Église orthodoxe d'Ukraine. 42,2%. L'Église orthodoxe ukrainienne, dont je vous parlerai, qui, elle, relevait du patriarcat de Moscou jusqu'au mois de mai 2022. C'était l'Église dominante en Ukraine depuis le XVIIe siècle, on va dire. Cette Église orthodoxe ukrainienne, elle, au contraire, ses locaux, sa population a fondu, puisque ça n'est plus que 5,6% de la population qui se dit appartenir à cette Église orthodoxe ukrainienne. Donc, vous voyez la différence, 42,2, 5,6. Donc, il y a une Église orthodoxe d'Ukraine dominante, une Église orthodoxe ukrainienne qui, en nombre de personnes qui disent y adhérer, est descendue à 5,6%. Et il y a encore une troisième catégorie de la population qui, quand on leur demande vous êtes quoi, si vous dites en termes religieux, et qui disent moi je suis orthodoxe, sans dire je suis à Moscou, je suis l'Église orthodoxe d'Ukraine, donc 12,6%. Donc ces gens-là, probablement, c'est des gens qui faisaient partie de cette Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou et qui prennent leur distance par rapport à cette Église. Et pour ce qui est des autres églises, les gréco-catholiques et catholiques romaines, on est dans les mêmes statistiques, entre 4 à 5 millions de catholiques en Ukraine. Mais l'important pour notre sujet de ce soir, c'est ce chiffre-là de 42,2% Église orthodoxe d'Ukraine, 5,6% Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou. Cela dit, c'est plus compliqué que ça. Si c'était si simple, ça serait facile. Mais il y a une complication. C'est que historiquement, je vous ai dit, l'Église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou était dominante depuis le XVIIe siècle, en raison de la présence de la Russie en Ukraine. Ce qui fait que, sur le papier, elle a plus de paroisses que l'Église orthodoxe d'Ukraine. On considère, et là aussi les chiffres sont sujets à discussion, mais les dernières études, celles du mois de janvier 2024, disent qu'il y a 8295 communautés, paroisses, au sein de l'Église orthodoxe d'Ukraine, et 10 919 communautés au sein de l'Église orthodoxe ukrainienne qui relevait du patriarcat de Moscou. Donc, si l'Église orthodoxe d'Ukraine est plus nombreuse en termes de fidèles, en revanche, en termes de paroisses, elle est un peu plus nombreuse. Bon, les spécialistes sur place me disent que maintenant, c'est avec toutes les annexions de territoire, en gros, c'est 8 000. Mais bon, moi, je préfère partir des chiffres officiels. En janvier 2024, en gros, 8300 communautés Église orthodoxe d'Ukraine, 10 919 Église orthodoxe ukrainienne. Et donc, on ne peut pas dire que cette Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou soit une quantité négligeable. C'est beaucoup, 10 000 paroisses. Donc, voilà pour ce qui est des statistiques. On comprend que c'est un pays à majorité orthodoxe et que dans cette majorité orthodoxe, il y a une séparation qui va croissant entre l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui a de plus en plus de fidèles, qui est une église qui prie en ukrainien, et l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, qui prie en vieux slavon. Et donc, c'est une population plus âgée, c'est des vieilles dames souvent qui ont été toujours habituées à ce vieux slavon d'église et qui restent dans ces paroisses-là. Voilà. Toujours dans cette introduction où on parle des faits, vous savez que cette guerre a été déclarée les 22 février et surtout 24 février 2022 pour tout le territoire ukrainien. Et dans le discours que Vladimir Poutine a fait au Kremlin, il a dit que l'une des causes de ce conflit, c'est que l'Église orthodoxe ukrainienne est persécutée
par ce qu'il appelait les nazis ukrainiens. Terminologie sur laquelle je ne reviens pas parce que c'est bien entendu une terminologie de propagande qui a été utilisée depuis 1945 par les pouvoirs centraux soviétiques pour diviser les Ukrainiens en arguant du fait qu'une partie des Ukrainiens de l'Ouest avait accueilli avec faveur, et on les comprend, l'armée hitlérienne en juin 1941 jusqu'en décembre 1941. Je dis on les comprend parce que quand les Soviétiques ont annexé l'Ukraine occidentale en 1939, à la suite du pacte Molotov-Ribbentrop, lorsque les Soviétiques sont arrivés, ils ont été mais bestiaux, ils ont détruit tout ce qu'ils pouvaient, ils ont persécuté les chrétiens, et donc quand les nazis sont arrivés, les Ukrainiens ont été plutôt favorables parce qu'ils pensaient que les Allemands pourraient leur donner la possibilité de prier, de vivre normalement, ce qui n'a pas été le cas, et donc assez rapidement, eh bien, ces Ukrainiens, ils ont dû lutter sur les deux fronts. Mais bon, en tout cas, depuis 1945, le gouvernement soviétique utilise ça pour dire les Ukrainiens sont des nazis. Et là, à nouveau, donc en février 2022, le président Poutine dit que il faut protéger les orthodoxes ukrainiens. Ça a été relayé en Ukraine par un député assez connu, un oligarque qui s'appelle Vadim Novinsky. Et cet oligarque, il a fait fortune dans le pétrole. Il est né en Russie, donc on le considère comme russe, mais il s'est fait naturaliser ukrainien. Donc il a un double passeport. Et il a engagé comme député un avocat célèbre qui s'appelle Robert Amsterdam, et qui a une compagnie d'avocats assez réputés en Europe et aux États-Unis. Et ce Robert Amsterdam est très présent pour faire du lobbying au nom de ce député Novinsky, qui lui-même est un archidiacre de cette église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou, et donc défend les intérêts de la Russie en Ukraine, en gros. Et, et ce Robert Amsterdam est assez influent, puisqu'il a réussi à donner une interview à Tucker Carlson, vous savez, ce fameux journaliste, si on peut l'appeler comme ça, proche de Donald Trump, qui a fait une interview sur Fox News, qui a été vue 47 millions de fois en 48 heures. 47 millions de fois en 48 heures. Donc, extrêmement influente, tellement influente que le 23 avril 2024, J.D. Vance, le vice-président américain, sénateur par ailleurs de l'Ohio, a pris la défense de l'Église orthodoxe ukrainienne en disant, je le cite, peut-être certaines églises sont-elles plus proches de la Russie, mais on ne peut pas imposer une restriction radicale à la communauté religieuse et à sa liberté de culte sous prétexte que quelques-uns de ses membres ne partagent pas votre opinion sur le conflit actuel. Quelle honte de ne pas l'avoir vu venir, quelle honte d'être resté inactif, quelle honte de refuser d'utiliser des milliards de dollars que nous envoyons à l'Ukraine comme levier pour garantir la liberté de culte. Ça fait très mal au gouvernement ukrainien, parce que le gouvernement ukrainien dépend de l'aide américaine, et si le vice-président américain dit cet argent est mal dépensé parce qu'il va pour la persécution des chrétiens en Ukraine, alors que nous, gouvernement américain, nous défendons la liberté de conscience religieuse, ça va très mal. Et donc, Robert Amsterdam a eu un certain nombre de succès, y compris en Europe. Il est venu en France à plusieurs reprises, il est surtout en Angleterre. Et donc, voilà, c'est pour ça que je tiens à vous dire que la situation est très tendue, très compliquée, pas facile. Mais, avant de répondre à ces arguments euh, du député Novinsky qui a employé cet avocat Robert Amsterdam qui a été relayé aux États-Unis, je voudrais changer de focale et parler de la réalité des territoires occupés par la Russie en Ukraine. Donc vous l'avez compris, la Crimée a été annexée en mars 2014, le Donbass très rapidement après, et encore plus à partir de février 2022. Et tout l'art de la communication du Kremlin, c'est de mettre l'accent sur le fait qu'il y aurait une persécution
des églises orthodoxes ukrainiennes, ce sur quoi on va revenir, bien sûr, mais en ne parlant pas du coup de ce qui se passe réellement dans les territoires occupés, en Crimée et dans le Donbass. Or, là, je m'appuie sur l'article de Natalia Churikova, qui est une bonne spécialiste du sujet. Voilà ce qu'elle dit. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, donc février 2022, l'armée russe a tué au moins 39 prêtres, pasteurs et moines, détruit et endommagé au moins 640 églises, monastères, mosquées, synagogues, institutions théologiques et autres lieux de culte. L'un des exemples les plus évidents et les plus surprenants, on pourrait se dire, l'Église orthodoxe ukrainienne est persécutée, ok, donc le patriarcat de Moscou qui soutient le Kremlin va aider les orthodoxes de cette Église en Ukraine, mais le résultat est tout autre. Pourquoi? Eh bien, quand on voit ces chiffres-là, c'est la plupart des prêtres et des lieux de culte de cette Église orthodoxe ukrainienne qui sont détruits ou tués ou torturés. Et le cas le plus connu, c'est la cathédrale de Kharkiv qui a été détruite et la cathédrale d'Odessa qui a été bombardée au mois d'août 2024. Donc, en réalité, cette Église et cet État qui disent vouloir défendre les chrétiens en Ukraine, notamment les orthodoxes, en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'ils tuent, ils endommagent, ils pillent, ils détruisent, et il y a des cas de torture que je ne vais pas détailler, mais enfin absolument terribles de prêtres qui racontent qu'ils ont passé plusieurs mois dans des prisons où ils ont été torturés avec des fils électriques sur les organes génitaux pendant des heures et des heures. Enfin, c'est des choses absolument abominables sur lesquelles je vais pas m'étendre. Donc, donc voilà, c'est ça la réalité. Il y a un évêque qu'on connaît bien ici à l'Institut Chrétien d'Orient et qui va d'ailleurs venir à Paris pour la prochaine ordination de l'évêque gréco-catholique ukrainien au mois de décembre à Paris, Igor Rancia. Donc Boris Goudziak, qui est l'actuel métropolite de l'église gréco-catholique ukrainienne à Philadelphie, aux États-Unis, il dit tout simplement, si vous cherchez un seul prêtre catholique dans les territoires occupés, en Crimée et dans le Donbass, ben vous ne le trouverez pas. Alors que, je vous ai dit tout à l'heure que sur l'Ukraine, voilà, l'Église catholique, c'est plus de 5 millions de personnes. Là, dans les territoires occupés, zéro. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont persécutés, ou bien qu'ils ont dû fuir sous les pressions. Même chose pour l'Église orthodoxe d'Ukraine, qui n'a pas de possibilité de célébrer, qui est interdite, qui est pourchassée. Et je ne vous parle même pas des musulmans, des Tatars de Crimée, qui sont la cible première de l'Église orthodoxe, enfin du gouvernement russe en Ukraine. Donc il y a plein d'autres personnes que je pourrais mentionner. Goudziak, lui, ce qu'il dit, c'est que sur les 300 évêques orthodoxes russes, pas un seul ne s'est prononcé contre la guerre. 300 évêques orthodoxes russes, pas un seul. Et donc voilà, l'Église orthodoxe russe a pris clairement, très rapidement, et dès 2014, mais surtout en 2022, par la figure du patriarche Kirill de Moscou, position en faveur de cette guerre, jusqu'à dire en septembre 2023 que les soldats qui combattaient en Ukraine, les soldats russes qui combattaient en Ukraine, eh bien, le paradis leur était assuré, leur faute serait lavée, parce que c'est des martyrs et ils défendent des persécutions. Et voilà. Donc il y a un vrai soutien de l'Église russe qui cherche d'ailleurs des soldats dans ses paroisses pour l'armée russe. Pas un seul évêque qui se prononce contre cette guerre. Alors qu'en Ukraine, le service de sécurité ukrainien, le SBU, a indiqué fin 2023 qu'il avait engagé 68 procédures pénales contre des représentants de l'Église orthodoxe ukrainienne pour trahison, collaboration, complicité d'un pays agresseur et incitation publique à la haine religieuse. Donc,
Et les cas sont connus dans la population ukrainienne. Il y a un évêque à Moscou, Monseigneur Paul, qui est appelé Pacha Mercedes parce qu'il se promène toujours en Mercedes, qui est une sorte de petit oligarque qui est connu pour ses liens avec la Russie, pour le fait qu'il défende le fameux mythe du monde russe, Ruski Mir, le mythe du monde russe. C'est cette idée que si vous parlez le russe, vous êtes russe. Si vous êtes russe, vous devez faire partie de l'État russe. Si vous êtes orthodoxe, c'est la même chose, vous devez dépendre du patriarcat de Moscou. Si vous êtes orthodoxe en Ukraine, vous devez dépendre du patriarcat de Moscou. Et donc, vous devez être protégé par Moscou. Donc, ça c'est de la propagande. Ça, c'est quelque chose, on va le voir tout à l'heure quand on va parler de l'histoire, qui est pas acceptable pour les Ukrainiens. Parce que pour les Ukrainiens, au même titre que en Belgique, on parle français et on ne va pas dire aux Belges que les Wallons doivent faire partie de la France parce qu'ils parlent français. Ou bien, même chose pour les minorités, l'appartenance religieuse. C'est pas parce qu'en France on est catholique qu'on doit immédiatement faire partie du Vatican. Voilà. Il y a une église orthodoxe en France, une église catholique en France, pardon, et qui est respectée par le Saint-Siège. Donc, voilà, autre aspect factuel, c'est cette réalité d'une réelle persécution dans les territoires occupés de tout ce qui n'est pas chrétien orthodoxe, appartenant à l'Église russe. Alors, du coup, vous comprenez bien que l'État ukrainien, face à la réalité des faits, une soixantaine de procédures pénales. Quand on engage une procédure pénale, c'est qu'il y a déjà des réalités. C'est qu'on a déjà trouvé des kalachnikovs dans la crypte, de la littérature pour le monde russe là où on vend les brochures paroissiales, etc. Donc, il y a ce qu'on appelle un risque de cinquième colonne au sein de cette Église orthodoxe ukrainienne, réel. Et donc, l'État ukrainien a décidé de lancer une procédure en 2 temps, mais je vous passe les détails. Le deuxième temps, ça a été le 20 août 2024, l'adoption par la Rada, l'Assemblée nationale ukrainienne, d'une loi qui s'appelle Sur la protection de l'ordre constitutionnel dans le domaine des organisations religieuses. Sur la protection de l'ordre constitutionnel dans le domaine des organisations religieuses. Et qu'est-ce que dit cette loi? Cette loi, elle s'en prend à cette cinquième colonne. Elle dit, on est en guerre. Quand on est en guerre, on ne peut pas admettre qu'une partie des gens qui professent une croyance quelconque puisse être en lien direct avec un pays agresseur. Là, tous les mots comptent. Ça veut dire on ne touche pas à la foi religieuse. Et Zelensky, le responsable des cultes dont je vous ai parlé tout à l'heure, le dit à plusieurs reprises. Je vous retrouverai sa citation tout à l'heure. On ne touche pas à la foi. Vous pouvez croire ce que vous voulez, vous pouvez pratiquer comme vous voulez. Ce qu'on ne peut pas tolérer en tant qu'État, c'est que des communautés religieuses soient affiliées à un État extérieur à l'Ukraine, agresseur de l'Ukraine. Ce qui a rassuré le Vatican, puisque les catholiques sont certes affiliés au Saint-Siège, mais le Saint-Siège n'a pas déclaré de guerre à l'Ukraine. Là, il y a un pays qui est visé, c'est la Russie. Et donc, très rapidement, les gens ont dit, en fait, il y a une église qui est visée par rapport à tous les cultes existants en Ukraine, c'est cette fameuse église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, puisqu'elle relève du patriarcat de Moscou. Et en fait, voyant le danger, cette église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou avant 2022, très rapidement, au mois de mai 2022, elle s'est réunie en synode avec tous les évêques et elle a dit, nous, on ne veut plus rien avoir avec le patriarcat de Moscou. On est l'église orthodoxe ukrainienne, point barre. Il y a eu une pression de l'État ukrainien pour dire, non, non,
vous relevez de Moscou, vous devez vous appeler l'Église russe en Ukraine. Ils ont dit non, c'est pas à l'État de se mêler de comment on s'appelle l'Église orthodoxe ukrainienne, point barre. Bon, ça a été enregistré comme ça, on est en mai 2022. Mais là, la loi dont je vous parle, c'est le 20 août 2024. Pourquoi on en est arrivé à cette loi-là, interdisant tout contact et tout lien juridictionnel avec une église située dans un État agresseur? C'est que, ben justement, il y a eu toutes ces procédures pénales, la réalité d'une cinquième colonne, des évêques qui donnaient la position des troupes à l'armée russe. Et donc, cette loi a été adoptée sous la proposition donc, de ce service national d'ethnopolitique dont je vous ai parlé. Et ce que dit cette loi, c'est qu'elle est en accord avec la constitution ukrainienne et qu'elle est en accord avec la Commission de Venise. Vous savez que la Commission de Venise, au sein du Conseil de l'Europe, est la structure qui veille au respect de la liberté de conscience et de la liberté religieuse. Et le dernier point à bien comprendre sur ce sujet, c'est que la législation ukrainienne implique que chaque communauté paroissiale ou monastique, en tant que personne juridique, justifie qu'elle n'a effectivement pas de lien avec la Russie. En fait, la loi s'attaque à gros parce que je vous dis, il y a plus de 10 000 communautés qui font partie de cette église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou avant 2022. Donc ça veut dire que chacune de ces communautés doit justifier qu'elle n'est pas. Donc il n'y a qu'une structure qui s'appelle la métropole de Kiev qui a une personne morale, mais qui ne représente qu'elle-même. En réalité, chaque paroisse est propriétaire juridique de ces lieux. Donc voilà, c'est ça et la loi proposait 9 mois à l'Église orthodoxe ukrainienne, autrefois relevant du patriarcat de Moscou, mais qui dit qu'elle ne relève plus de Moscou, pour justifier, pour montrer réellement, pas simplement dans les mots, comme ça, ce qui s'est passé au synode du mois de mai 2022, mais dans les faits, qu'elle n'a plus rien à voir avec Moscou. Et donc là, les 9 mois sont passés, elle n'a rien fait, et donc, au mois de juillet 2025, le service national d'ethnopolitique a émis un ordre selon lequel la métropole de Kiev doit officiellement rompre tous les liens avec l'Église orthodoxe russe dans un délai de 30 jours jusqu'au 18 août 2025 afin d'éliminer les violations de la législation sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. Si ce n'est pas le cas, la question de la liquidation de l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou en tant que personne morale sera résolue devant les tribunaux. Le 28 août, elle n'a eu aucune réponse et donc le service de Zelensky a reconnu la métropole de Kiev comme affiliée à l'Église orthodoxe russe dont les activités sont interdites en Ukraine. Et donc là, on est au mois de novembre. J'ai demandé à Zelensky, vous en êtes où? Et en gros, ce qu'il m'a expliqué, c'est que cette Église orthodoxe ukrainienne cherchait à gagner du temps, qu'elle a réuni une commission de théologiens pour essayer de trouver des arguments pour lutter contre la pression de l'État ukrainien, mais qu'elle n'a trouvé aucun argument théologique, ecclésiologique à l'encontre. Et donc, Zelensky, lui, insiste sur 4 points qui sont les points les plus importants, en fait. En gros, Zelensky dit, moi, j'ai rien contre cette église, toutes les églises et toutes les communautés protestantes, tout le monde a sa place, mais j'ai 4 exigences qui, pour l'instant, ne sont pas remplies. Et ces 4 exigences, si elles ne sont pas remplies, eh ben, les tribunaux vont bientôt s'ouvrir pour vérifier que, par exemple, la Laure Saint-Antoine des Grottes, qui est le principal lieu monastique en Ukraine, qui a plus de 1000 ans, puisqu'elle a été fondée par le Saint-Antoine des Grottes au XIe siècle, eh bien, on va vérifier si ce lieu-là n'est pas affilié d'une façon ou d'une autre au patriarcat de Moscou, et le tribunal jugera, et auquel cas, il pourrait être transféré à une autre église.
Donc c'est important parce que c'est comme si on nous disait à nous en France que bien Lourdes pourrait sortir de l'Église catholique. Enfin, vous voyez, c'est important. Donc c'est quoi les 4 conditions de Zelensky? Premièrement, la métropole de Kiev de l'Église orthodoxe ukrainienne doit veiller à ce que les organes directeurs de cette Église prennent la décision de retirer l'Église orthodoxe ukrainienne du patriarcat de Moscou. Deuxième condition, le métropolite de Kiev, qui s'appelle Monseigneur Onufri, doit veiller à ce que les organes directeurs de l'Église orthodoxe russe décident que le dernier statut de l'Église orthodoxe russe, pour lequel les évêques de l'Église orthodoxe ukrainienne ont également voté, n'est pas valable pour l'Église orthodoxe ukrainienne. En gros, ce que dit Zelensky, c'est que peut-être les évêques ukrainiens ont considéré qu'ils faisaient plus partie de Moscou, ils ont enlevé toute mention du patriarcat de Moscou dans leur statut, mais les Russes n'ont pas fait pareil. Les Russes ont gardé le fait que l'Église orthodoxe ukrainienne fait partie de leur Église. Et donc, ce que Zelensky demande, c'est que le métropolite de Kiev vive ça et dise, nous, on n'a rien à voir avec ce que les Russes ont fait par rapport à nous. Troisième condition, le métropolite de Kiev doit déclarer qu'il n'est pas d'accord avec le fait qu'il a été nommé par le synode de l'Église orthodoxe russe, parce que lui-même, en personne, fait partie du synode, qui est l'organe dirigeant de l'Église russe. Et ça, ben, c'est pas acceptable. C'est la preuve concrète qu'il n'a pas coupé ses liens avec Moscou. Et la quatrième condition, les organes directeurs de cette Église orthodoxe ukrainienne doivent déclarer qu'ils ne reconnaissent pas l'annexion par l'Église orthodoxe russe de leur diocèse dans l'est de l'Ukraine et en Crimée. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après l'annexion de la Crimée et l'annexion de la République de Lugansk et de Donetsk? C'est que les paroisses qui étaient là, elles ont été immédiatement mises sous la domination du patriarcat de Moscou, ce qui là aussi est une violation des droits de l'Église orthodoxe ukrainienne. Donc encore une fois, s'il y a violation de droits, dit l'État ukrainien, c'est pas chez nous. Nous, on respecte la liberté de conscience de chacun. Par contre, là où il y a territoire ukrainien, là par contre, il y a persécution. Voilà. Et donc ça, jusqu'à présent, l'Église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou ne l'a pas fait. Donc, on en est là. Je ne vais pas m'étendre plus longtemps. Je pense que j'étais assez clair sur le sujet. Je voudrais passer maintenant à... Il me reste peu de temps. Et c'est un peu un défi de devoir raconter l'histoire. Je vais pas vous raconter l'histoire de l'Église orthodoxe en Ukraine, parce qu'en 15 minutes, c'est pas possible. Mais ce que je voudrais vous comprendre, vous expliquer, c'est que tout le malentendu entre Vladimir Poutine d'un côté et Volodymyr Zelensky de l'autre, le patriarche Kirill d'un côté et les églises orthodoxes, et notamment l'église orthodoxe d'Ukraine et les églises catholiques, qui sont parfaitement solidaires sur là-dessus, ont deux représentations de l'histoire différentes. Pour le patriarcat de Moscou, l'église orthodoxe en Ukraine fait partie naturellement du patriarcat de Moscou. Pourquoi? Ben parce que l'évêque de la Rousse de Kiev, qui est cet État très puissant qui a été fondé au XIe siècle, lorsque les Tatars sont arrivés en 1240 et ont tout détruit, cet évêque-là est parti à Moscou. Et donc, les Russes considèrent que parce que l'évêque de Kiev est parti à Moscou, eh bien, la Rousse de Kiev, son héritage est parti à Moscou. C'est un peu une historiographie mythologique mémorielle en poupée russe. Et, et, et ça, c'est contesté par les Ukrainiens parce qu'ils disent que, attendez, oui, il y a un évêque qui est parti à Moscou, mais il y a d'autres évêques qui sont partis à Ralitch. Ralitch, c'est l'ouest de l'Ukraine. Et ces autres évêques qui sont partis à Ralitch, ils étaient majoritaires. Et en plus, ils sont partis après dans ce qui est aujourd'hui le Biélarus, à Novogrudok. Et cette église orthodoxe ukrainienne de Novogrudok, elle a été reconnue par le patriarcat œcuménique de Constantinople. Donc, les Ukrainiens disent, oui, il y a une partie effectivement de nos évêques, et notamment de celui de Kiev, qui sont partis à Moscou, mais la majorité sont partis à Galitch et à Novogrudok. Donc, première divergence historiographique.
Deuxième, deuxième divergence historiographique, le fameux concile de Florence. En 1439, il y a eu un concile d'unité qui a concerné toutes les églises en Europe et dans le monde. À l'époque, c'était l'oïkoménée, parce qu'à l'époque, vous le savez, il y avait des divergences entre Rome et Byzance, Constantinople, sur la question de l'évêque de Rome. Est-ce qu'il a le pouvoir sur toute l'Église ou uniquement sur les églises d'Occident? Sur la question du purgatoire, sur la question de l'Eucharistie, est-ce que c'est avec du pain levé ou pas? Enfin, bref, il y avait des divergences qui avaient causé un schisme depuis le XIe siècle. À Florence, toutes les églises sont réunies, y compris les églises slaves. Et celui qui a représenté l'église d'Ukraine, et à l'époque il n'y avait qu'une seule église d'Ukraine, c'était Monseigneur Isidore. Isidore est allé à Florence, il a vu que des consensus avaient été trouvés sur la place de l'évêque de Rome, et du coup des patriarches orientaux. Des consensus avaient été trouvés sur la question du purgatoire, sur la question du pain levé, sur la question de est-ce qu'on peut porter une barbe ou pas, enfin, tous les sujets qui divisaient les chrétiens à ce moment-là. Et donc il a signé. Il a signé l'acte d'union du Concile de Florence, qui a été signé par 99% des évêques byzantins, latins, slaves, arabes, antiochiens. Ensuite, ça a été signé par les Arméniens, par les Syriaques. Bref, ça a été une super réussite, un grand succès. Et donc Isidore est revenu très content à Kiev en disant ben, j'ai une bonne nouvelle, maintenant l'intercommunion est possible, l'hospitalité eucharistique. Et les Kieviens étaient ravis parce qu'ils étaient à l'époque sous domination polonaise. Et donc eux qui étaient de tradition orientale, c'était important pour eux de pouvoir être en communion. Et donc il a été très bien reçu. Il a poursuivi son voyage, il est arrivé en 1441 à Moscou, en Moscovie. Et là, par contre, il a été tout de suite jeté en prison. Le grand prince de Moscovie était furieux en disant, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on se réunisse avec Rome? Rome, c'est pas notre priorité, c'est les Tatars. Alors, Moscou était dominé par les Tatars, peuple devenu musulman, et donc, l'urgence pour les orthodoxes en Moscovie, c'était pas du tout de s'unir à Rome, c'était d'obtenir une autonomie de la part de Constantinople, qui continuait à envoyer des évêques grecs, dont Isidore, qui était lui-même grec, et qui comprenait rien à la situation, et qui disait, nous, on veut notre autonomie. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait. Une fois qu'ils ont jeté Isidore en prison, Isidore a finalement pu s'échapper, mais très vite, en 1448, ils ont déclaré que le patriarcat de Moscou était une église autonome qui pouvait élire ses propres chefs et de fait, au bout d'un certain nombre de décennies, ils sont parvenus à chasser les Tatars, à fonder l'État de Moscovie et ensuite à fonder l'Empire, etc. Donc, mais vous voyez il y avait déjà deux histoires différentes. On n'est pas dans l'histoire des poupées russes. Là, on est à nouveau une nouvelle fourche dans l'histoire à l'époque moderne. Je vais très vite. Je passe à la période contemporaine. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en 1654, non, je vais trop vite. Je vais trop vite. En 1596, il y a eu un événement important, c'est l'union de Brest. Les orthodoxes, six évêques orthodoxes sur huit dans la région, dans cette région-là, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine, qui ont dit on ne peut plus être en double communion, comme c'était le cas depuis le Concile de Florence, puisque je vous ai dit qu'ils ont accepté le Concile de Florence. Euh, et donc, ils étaient en double communion et avec Rome et avec Constantinople jusque la fin du XVIe siècle, ce qu'on la plupart des gens en France ignorent. La plupart des gens disent le schisme catholique orthodoxe, ça date du XIe siècle. Pas du tout en Ukraine, double communion jusqu'en 1596. Sauf qu'en 1596, entre-temps, il y a eu la réforme, la contre-réforme, il fallait choisir son camp. Et donc, six évêques sur huit ont décidé de choisir Rome, dont l'évêque de Kiev. Et c'est ça qui a conduit à l'union de Brest en 1596, qui a été au fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église gréco-catholique ukrainienne. Donc ces orthodoxes qui, puisqu'on les force à choisir, choisissent Rome. Et du coup, bah, il y a deux évêques qui ont cherché une solution et qui sont allés à Jérusalem
qui sont allés à Antioche et qui ont demandé un soutien qu'ils ne pouvaient pas obtenir de Constantinople. Et donc, l'Église orthodoxe a été soutenue par les patriarcats orientaux. Et donc, très vite, elle s'est reconstituée à Kiev, et notamment avec un évêque très célèbre qui s'appelle le métropolite Mogila. Et ce métropolite Mogila, jusqu'en 1648, jusqu'à la moitié du XVIIe siècle, espérait encore revenir à l'accord de Florence, puisqu'il négociait avec l'évêque gréco-catholique Rutski d'une possible réconciliation. Voilà. Mais après 1654, c'est plus possible. Pourquoi? Parce qu'en 1654, les Ukrainiens signent le traité de Péréaslav, qui est un traité de domination de la Moscovie devenue Russie sur la partie orientale de l'Ukraine, Kiev comprise. Et donc c'est à partir de ce moment-là que la Russie va vraiment dominer l'Ukraine, et notamment avec un moment important en 1686, où le patriarche de Constantinople étant sous domination turque, et donc musulmane, n'étant plus en mesure de nommer les métropolites à Kiev, ce qu'il faisait depuis le baptême de la Rousse au Xe siècle, va accorder le droit aux métropolites, au patriarche de Moscou, qu'il aura reconnu en 1588, de nommer le métropolite de Kiev. Donc il y a un changement qui se produit en 1686, où Constantinople dit là clairement, j'ai plus les cartes, c'est à vous, à Moscou, puisque vous occupez le territoire, de nommer le métropolite de Kiev. Et donc c'est à partir de ce moment-là que ces paroisses-là vont dire, nous on est l'Église orthodoxe ukrainienne qui relève du patriarcat de Moscou. Vous voyez? Mais elle ne date que du XVIIe siècle. En 1917, c'est la révolution bolchevique, c'est un nouveau basculement, et les orthodoxes qui gardaient leur esprit cosaque, qui gardaient le souvenir de leur État cosaque. Il y a eu un État cosaque au XVIe, XVIIe siècle, un État qui était d'ailleurs à majorité orthodoxe, ont déclaré l'indépendance, on dit qu'ils n'ont rien à voir avec la révolution bolchevique, ils ont demandé à fonder leur propre église orthodoxe en Ukraine, ça a été refusé. Les soviétiques sont arrivés en 1922, persécution contre les chrétiens, et persécution qui s'est doublée en 1946, après la Deuxième Guerre mondiale, d'une persécution encore plus forte vis-à-vis des gréco-catholiques ukrainiens. L'église gréco-catholique ukrainienne, dont je vous ai dit que c'est plus de 4 millions de fidèles, a été totalement détruite. C'est-à-dire aucune possibilité de culte, aucune possibilité de prêtre ni d'évêque. Tous les évêques ont été jetés en prison. Donc ça, c'est un des plus grands scandales de l'histoire religieuse du XXe siècle, parce que le malheur, c'est que Staline a détruit cette église gréco-catholique ukrainienne avec l'aide du patriarcat de Moscou, qui était ravi de récupérer des paroisses et de diffuser ses idées sur le monde russe, l'Empire russe, etc. Et dans les années 60, même chose, persécution à l'époque de Khrouchtchev contre les églises en Ukraine. Et ça a provoqué du côté des orthodoxes ukrainiens une double réaction. Dans les années 20, d'abord, la fondation d'une église autocéphale, en disant, nous, on ne peut pas supporter ça, enfin, toutes ces persécutions, ça va contre nous. Donc, il y a une église autocéphale qui s'est constituée, mais qui s'est constituée avec un certain nombre de gens qui étaient en désaccord avec elle, parce qu'il n'y a pas eu une ordination à proprement parler par des évêques, des premiers évêques de cette église. Et néanmoins, elle a été très populaire en Ukraine, surtout occidentale. Mais quand elle a été complètement persécutée, elle est partie aux États-Unis et au Canada. Et puis, en 91, indépendance de l'Ukraine, toute l'Ukraine vote en faveur de l'indépendance, de la sortie de l'Union soviétique, y compris la Crimée, y compris le Donbass. Ça, c'est un chiffre que Poutine n'entend pas, n'a pas dans son historiographie. Et se constitue une église qui s'appelle le patriarcat de Kiev. Et ce patriarcat de Kiev essaye au début de s'associer avec cette église autocéphale orthodoxe, mais il n'y arrive pas. Mais en tout cas, le chef de cette église, le métropolite Philaret, qui s'appelle désormais le patriarche Philaret Denisenko, qui était le hiérarque de l'église russe ukrainienne, change de camp et dit puisque je n'ai pas été élu patriarche de toutes les Russies, moi, je vais être le chef de l'église orthodoxe d'Ukraine. Et donc, on se retrouve dans les années 90 avec une situation
compliqué, puisqu'il y a l'Église autocéphale, mais qui est partie au Canada et aux États-Unis, mais qui a été reconnue ensuite par Constantinople en 1994. Le patriarcat de Kiev, qui décide en 91 de fonder sa propre église, mais reconnue par aucune église orthodoxe, mais important en Ukraine. Et puis, l'église orthodoxe ukrainienne relevant du patriarcat de Moscou, celle qui est là depuis le XVIIe siècle. Donc il y avait trois églises orthodoxes. Là-dessus, en 2014, la guerre se déclare en Crimée, et le patriarche Bartholomée de Constantinople, dans l'église orthodoxe, c'est lui qui a la primauté d'honneur, au moins depuis le XIe siècle, et encore plus depuis après le Concile de Florence. Le patriarche de Constantinople, lui, sa priorité, c'est de réunir le Concile panorthodoxe. Il travaille dessus depuis les années 30. Le métropolite Bartholomée, le patriarche Bartholomée, qui a été élu en 91, c'est en top one dans sa liste, dans sa to-do list tous les matins. Il réussit à faire des synates, des conférences pan-orthodoxes, et en janvier 2016, il obtient enfin l'accord des 15 églises orthodoxes pour réunir un concile pan-orthodoxe au mois de juin 2016 pour régler tous les problèmes qui fâchent au sein du monde orthodoxe, et notamment cette question de l'autocéphalie. Comment on déclare une église orthodoxe autocéphale? Ce qui est spécifique, si vous voulez, on pourra en discuter plus tard. À la dernière minute, Moscou refuse de parler de cette question d'autocéphalie, alors qu'il y avait déjà eu un document là-dessus. Mais Moscou dit on va quand même faire le concile. Et puis, au mois de juin, 15 jours avant le commencement du concile, qui finalement se tient en Crète, le patriarche Kirill dit non, finalement, on va pas venir. On va pas venir. Et il entraîne l'église d'Antioche, l'église de Géorgie et l'église de Bulgarie. Donc, sur les 14 églises orthodoxes, il y en a 4 qui ne viennent pas. Tout à l'heure, j'ai dit 15 parce que j'intégrais tout à l'heure l'église d'Ukraine, mais à l'époque, il y en avait 14. Donc, finalement, le concile se réunit. Il y a 10 églises orthodoxes qui se réunissent, qui se mettent d'accord sur plein de sujets qui fâchent. Mais Moscou ne vient pas. Et ça a été considéré comme une humiliation pour le patriarche Bartholomée, qui travaillait sur ce sujet depuis 1991, pratiquement 25 ans. Et donc, voyant que, Moscou n'obéit plus aux ordres, puisque ça n'appartient qu'au patriarche de Constantinople de tenir un concile, voyant donc que Moscou se sépare, entraîne d'autres églises, est incapable de traiter la question orthodoxe en Ukraine, puisqu'il y a 3 églises orthodoxes, et en plus fait la guerre en Ukraine, annexe la Crimée, annexe le Donbass. Le patriarche Bartholomée prend une décision importante. En octobre 2018, il décide d'accorder l'autocéphalie à l'Église orthodoxe d'Ukraine, ce qui va être confirmé au mois de janvier 2019 par un fameux tomos qui a été accordé et à l'élection de Monseigneur Épiphanie, qui devient le chef de l'Église orthodoxe d'Ukraine. Cette Église dont je vous ai dit qu'elle était l'Église dominante en Ukraine. Ça ne va pas plaire du tout à l'Église russe, parce que l'Église russe dit, là, vous marchez sur notre territoire canonique. À quoi répond Bartholomée en disant, écoutez, en 1686, c'est vrai, je vous ai donné la possibilité de nommer le métropolite de Kiev, mais c'était à condition qu'ils reconnaissent que le premier parmi les égaux, c'est Constantinople. Or, vous ne reconnaissez plus Constantinople, vous ne nommez plus Constantinople, il y a la guerre dans votre pays, il y a 3 églises. Moi, je suis le primus inter pares dans le monde orthodoxe. C'est moi qui réunis les conciles. C'est l'église orthodoxe de byzantine qui a évangélisé l'Ukraine du Xe siècle et qui a nommé les évêques jusqu'au XVIIe siècle. Je considère que c'est ma responsabilité. Et donc, c'est comme ça que cette église orthodoxe d'Ukraine est née. Donc, en gros, on en est là depuis 2019, et j'ai dépassé un peu mon temps, mais c'était important que vous compreniez qu'il y a deux historiographies différentes. L'une qui considère que Kiev a toujours fait partie de la Russie,
que l'orthodoxie, elle est russe, que la Crimée, elle est russe, alors que là, on voit bien avec cette histoire qu'en fait, la Crimée elle appartient à la Russie qu'à partir du 19e siècle. Ça n'est qu'à partir de 1854, après que la Russie ait perdu la guerre de Crimée, que les Russes vont vraiment s'installer en Crimée. Bref, on comprend il y a deux historiographies différentes. Et du coup, et je terminerai là-dessus, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que on se satisfait de cette guerre religieuse entre le patriarcat de Constantinople et le patriarcat de Moscou, puisqu'il y a un schisme aujourd'hui? Moscou n'accepte plus que des orthodoxes de Constantinople communient au même calice, et que ce schisme spirituel se double d'une coupure politique violente, militaire, qui passe par tous les cas de torture et de meurtre dont je vous ai parlé. Où est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on trouve une autre solution? Et là, par rapport à ça, j'aurais voulu avoir plus de temps, mais on va en discuter. J'ai trois propositions. La première proposition, c'est qu'on arrête d'être naïf par rapport à la situation ukrainienne, à n'écouter que ce que dit Tucker Carlson avec Robert Amsterdam et à ne pas voir la réalité des persécutions en Ukraine. Et notamment, il y a un chercheur allemand qui s'appelle Thomas Bremer, qui est professeur à l'université de Münster et qui a publié récemment un article dans la revue Nicole, qui dit que l'Ukraine, elle veut intégrer l'Union européenne, mais elle n'est pas capable de protéger la liberté de conscience. C'est pas vrai. On a vu que la loi ukrainienne respectait la constitution ukrainienne qui protège la liberté de conscience et que le Conseil de l'Europe est favorable à cette loi. Ensuite, Bremer, il dit que Bartholomé, il a eu tout faux d'accorder le tomos parce que c'est la foi en Ukraine, il y a deux églises qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est faux, puisqu'on a vu qu'il y avait trois églises, il n'y en a plus que deux, et sur les deux qui restent, il n'y a plus que 4%, 5% des fidèles qui vont dans l'église orthodoxe ukrainienne, et le reste qui vont à l'église orthodoxe d'Ukraine. Donc là-dessus, il a tort. Euh, Il explique que le pacte international relatif aux droits civils et politiques ne permet pas d'interdire des communautés religieuses, mais il ignore que Monseigneur Onufri ne participe pas aux réunions quand Zelensky l'invite aux rencontres. Donc en réalité, Thomas Bremer fait preuve d'une très grande naïveté et d'un manque de connaissance du terrain. Donc première proposition, c'est qu'on arrête ces discours très théoriques sur la liberté de conscience sans avoir les faits et la connaissance juridique, pratique, institutionnelle du terrain. Deuxième proposition, c'est qu'on change d'ecclésiologie, que cette ecclésiologie qui est basée sur le territoire canonique, qui est une ecclésiologie moderne, confessionnaliste et universaliste, ça ne fonctionne pas aujourd'hui à l'époque globale. Il faut une véritable ecclésiologie baptismale, eucharistique, pastorale, chrismale. Ça, je pourrais parler très longtemps de ça, mais ça veut dire qu'en gros, c'est ce que font déjà sur place les fraternités orthodoxes au niveau des laïcs et au niveau des prêtres. Il y a une fameuse fraternité qui s'appelle la fraternité Sainte-Sophie à Kiev, qui réunit des prêtres des deux juridictions, l'Église orthodoxe d'Ukraine, l'Église orthodoxe ukrainienne, ex-patriarcat de Moscou, et sur place, ils arrivent à se mettre d'accord sur des tas de sujets. Ils considèrent que l'essentiel, c'est qu'on est sous les bombes, et que étant sous les bombes, il faut qu'on se serre les coudes. Il y a même des évêques, en octobre 2024, 31 évêques, bon, sur 111, mais quand même 31 évêques, qui ont condamné une lettre ouverte dans laquelle ils ont condamné les interventions de l'Église russe dans les territoires occupés. Donc ça, c'est un point important. Donc une ecclésiologie qui parte du terrain, qui soit véritablement une ecclésiologie nuptiale. Et puis, troisième proposition, et c'est ce que fait un chercheur de cette Église orthodoxe ukrainienne ex-patriarcat de Moscou, qui s'appelle Sergueï Bortnik, qui dit il y a déjà un exarque du patriarcat œcuménique en Ukraine, Monseigneur Michel Anichenko. Est-ce que la solution, ce ne serait pas, pour cette Église orthodoxe ukrainienne qui est dans une sorte de vacuum religieux, puisqu'elle n'est pas reconnue par Constantinople, elle a pris ses distances par rapport à Moscou, elle est comme une secte au bout du compte. Et le pire, c'est qu'elle a maintenant une centaine de paroisses en Europe occidentale, y compris en France, et elle n'est pas claire du tout. Qui est le chef? Bon. Eh bien, de fournir un statut d'exarcat
Je ne vais pas vous faire un cours d'ecclésiologie orthodoxe maintenant, mais il y a la possibilité, comme ça a été le cas par exemple pour les émigrés russes en France dans les années 30, de créer une structure autonome relevant de Constantinople à côté de l'église autocéphale ukrainienne. Voilà les trois propositions que je fais et qui permettraient de régler ce conflit, en tout cas sur le plan religieux. Voilà, je suis désolé d'avoir été 10 minutes trop long, mais voilà, c'est sur ces questions-là, c'est pas toujours facile d'être synthétique et j'espère qu'on va pouvoir avoir l'occasion maintenant de discuter sur ces sujets. Merci pour votre attention. J'ai une question sur, vous avez donc évoqué le fait qu'il y a 4%, c'est ça, 4-5% qui se revendiquent encore de l'Église orthodoxe ukrainienne. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes-là, outre donc les oligarques Mercedes? Est-ce que ce sont des personnes, vous avez dit que, donc, vous avez notamment parlé de vieilles dames qui écrit en savon, est-ce que ce sont des personnes qui sont là par pure tradition, ou est-ce que ce sont des personnes qui, quelque part, continuent de se revendiquer du patriarcat de Moscou? Est-ce que ça se double de politique en plus de religieux, ou est-ce que finalement, il ne se pose pas tellement de questions? Il y a plusieurs façons de répondre à ça. De ce que je sais, la majorité, ce sont effectivement des personnes âgées qui sont dans cette paroisse depuis des décennies, puisque cette église orthodoxe ukrainienne relevant de Moscou, elle est là depuis le XVIIe siècle, et c'est la seule église du village. Il n'y a aucune raison qu'elle aille voir ailleurs. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que beaucoup de ces paroisses, je vous ai dit, ils ont 8000 communautés, beaucoup se situent dans l'Est. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres, là, voilà, 5,6%. Quand on regarde dans le Sud et dans l'Est, dans le Sud, c'est 10,7%. Et dans l'Est, 7,7%. Ça veut dire quand vous allez dans la région d'Odessa, de Mykolaïv, eh bien, là, il y avait encore plus de paroisses ukrainiennes relevant de Moscou, parce que traditionnellement, l'Empire russe, Catherine II, est descendue dans ces régions, a ouvert des paroisses, et donc ils se sentent liés à cette culture, à cette tradition. Alors maintenant, est-ce qu'il y a parmi eux des gens qui attendent que la Russie les libère d'une oppression kievienne? Ça a pu peut-être être le cas avant 2022, ça n'est plus du tout aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, même les orthodoxes ukrainiens relevant de Moscou, d'Odessa par exemple, ont été bombardés par Moscou. Donc eux, quand on leur demande, vous voulez vraiment faire partie de Moscou, ils disent non. Nous c'est juste, on veut être dans notre paroisse et pouvoir prier tranquillement, mais ne parlez pas de Moscou. Voilà. Alors, il y a quelques intellectuels, et notamment ce Sergueï Bortnik dont je vous ai parlé. Lui, sa position, c'est une position de dire, voilà, depuis des décennies, ma famille fait partie de cette église. D'accord, Moscou nous bombarde, je suis contre Moscou, mais pour autant, je ne suis pas prêt à prier en ukrainien. L'église orthodoxe d'Ukraine, j'ai beaucoup de reproches à leur faire. C'est une forme de patriarcat de Moscou ultra vertical. C'est pas ce qu'il y a de plus cool comme façon de procéder en matière ecclésiale. Donc, l'idéal, ce serait de créer voilà, cet exarcat où il y ait une diversité. Au même titre qu'en France, vous avez une assemblée des évêques orthodoxes avec des Roumains, des Serbes, des Bulgares, des Antiochiens, des Grecs, et j'en passe, des Russes, des Ukrainiens. Eh bien, ça doit être pareil en Ukraine. Laissez-nous la possibilité d'avoir notre propre autonomie, sans pour autant qu'on ait à passer au patriarcat, à l'Église orthodoxe d'Ukraine, avec qui on est en tension depuis 30 ans. Voilà, c'est ça les arguments que j'entends, qu'on peut entendre, qu'on peut entendre. Et c'est pour ça que moi, je crois pas que la solution, ce soit le passage forcé d'une Église à l'autre. Et du reste,
ce qui s'est passé depuis 2022, c'est qu'il y a environ 400 paroisses qui sont passées de l'Église orthodoxe ukrainienne à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Mais ça s'est arrêté assez rapidement. Il y a encore des milliers de paroisses qui restent telles qu'elles sont et qui ne cherchent pas forcément à changer, qui veulent juste qu'on arrête de les bombarder, quoi. Continuer sur la même question des pourcentages, en fait, qui est très intéressant. Parce que vous savez, vous avez dit qu'il y a donc, vous avez 42% d'orthodoxes de l'Église autocéphale. Oui, C'est ça, de l'Église orthodoxe d'Ukraine. d'Ukraine. Par contre, ils ont juste 8000 paroisses. C'est ça. Tandis que l'Église ukrainienne orthodoxe, De Moscou. oui, ben, disons de Moscou, sont jusqu'à 10%. Mais Ils ont 5,6%. oui, mais par contre, 10 000 paroisses. Ça veut Absolument. dire que les paroisses doivent être minuscules. Alors, c'est souvent Parce que souvent des paroisses de village. C'est souvent des paroisses de village. Oui, mais on voit quand même l'image un peu différente des églises qui sont bien remplies. Je comprends. Alors, il y a des On doit églises, dire. mais absolument, il y a des églises qui sont très bien remplies. Moi, j'ai vu des églises À Kiev, par exemple. à Kiev Oui, voilà. et dans l'Ouest. Oui. Il y a le taux de pratique religieuse dans l'Ouest de l'Ukraine est plus important à l'Ouest qu'à l'Est. À l'Est, ça a été J'ai très quand même séculaire. des doutes dans les chiffres. Parce que je pense que le pourcentage de ceux qui ne savent pas à quelle église elle appartient sont beaucoup plus élevés. Doivent être. Alors, ceux qui disent je suis juste orthodoxe, c'est 12,6%. Oui, c'est trop peu, à mon avis. Je pense que la majorité, je dirais que ça doit être au minimum 50% qui ne comprend pas du tout la situation en réalité. Non, je vous assure que non. Parce que on pouvait encore, avant 2014, dire. Et c'est ce que j'entendais le plus souvent. Moi, j'ai vécu à ce moment-là en Ukraine. Et c'est ce que j'entendais le plus souvent. Bon, avant 2014, me cherchez pas sur à qui appartient telle église. Moi, je suis orthodoxe, c'est ça qui Oui. compte. Ça, c'était effectivement très important. Aujourd'hui, depuis que la Russie bombarde l'Ukraine, je peux vous dire que chaque grand-mère sait exactement à qui appartient sa paroisse. Et quelle est sa responsabilité lorsqu'elle fait partie, Donc, vous lorsqu'elle va dans voyez une- dans les chiffres de Razum. Donc, moi, je suis absolument. Et en plus, c'est des chiffres qui sont repris par tout le monde, par je dirais par tous les courants. À la fois, l'État ukrainien s'appuie sur les chiffres de Razumkov, les gréco-catholiques de l'Université catholique d'Ukraine, avec qui je suis assez en contact, le rizou.org.ua, qui est l'une des meilleures agences de presse en Ukraine. Mais les orthodoxes ukrainiennes de notre ami Sergueï, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne contestent pas ces chiffres. Donc, non, c'est une réalité. Depuis que la Russie bombarde à outrance l'Ukraine, une grande partie des fidèles a fait le choix soit de rejoindre les orthodoxes d'Ukraine, soit de dire, moi, ce que je sais, c'est que je suis pas à Moscou. Allez-y. Je me demandais quelle était la place des jeunes. C'est déjà une s'ils peuvent faire un choix. Alors, le sondage de Razumkov là, dit que 70% des Ukrainiens se disent croyants. Et donc, oui, les jeunes sont croyants en Ukraine. J'ai peu rencontré de jeunes agnostiques ou athées. Là où les jeunes, et il y a eu un débat récemment avec l'Université catholique ukrainienne, sont parfois critiques par rapport à l'Église gréco-catholique, par exemple, ou à l'Église orthodoxe d'Ukraine. Bon, ils sont tous critiques à l'égard de l'Église orthodoxe qui relève du patriarcat de Moscou. Ça, je connais très peu de jeunes qui font partie de cette Église. Mais les jeunes qui font partie des autres églises, et notamment des communautés protestantes aussi, là où ils ont un problème avec leur hiérarchie, c'est sur la question homosexuelle. Sur la question homosexuelle, ils considèrent que leur église est parfois trop conservatrice, pas suffisamment tolérante. Donc là, je sens qu'il y a une ligne de fracture. C'est vraiment
Et je l'ai ressenti pas uniquement en Ukraine, je l'ai ressenti en Géorgie, je l'ai ressenti en Bulgarie, je l'ai ressenti en Europe centrale. C'est un point sur lequel les églises sont pas aussi prêtes à discuter que c'est le cas en Europe occidentale, quoi. Donc, mais pour revenir à votre question sur la... Oui, moi j'ai beaucoup d'espoir. L'université catholique ukrainienne, c'est la seule université catholique pour tout le territoire de l'ex-Union soviétique. Et donc c'est la seule université catholique en Ukraine, c'est la principale université privée, et c'est des jeunes qui se battent vraiment pour la démocratie. Ils ont manifesté au moment de Maïdan, de la Révolution de la dignité en 2014. Ils se mobilisent pour aider les soldats, pour créer un hôpital qui vient d'être construit auprès de l'université catholique, enfin un dispensaire plutôt. Et c'est eux qui sont à l'initiative d'un centre qui s'appelle les Superhumans, qui finance des prothèses pour les soldats qui ont été amputés. Enfin, les jeunes sont juste exceptionnels dans leur engagement. Et il y a bien sûr les jeunes qui sont mobilisés. Ils ne peuvent pas sortir. Ceux qui ont plus de 25 ans, les jeunes hommes ne peuvent pas sortir. Les femmes sont mobilisées aussi dans la guerre. Je crois, plus de 15% des soldats qui sont des soldates. Donc, j'ai été encore frappé la semaine dernière de voir combien, malgré les bombardements quotidiens, les drones quotidiens, les descentes dans les shelters ou dans le métro pour se protéger la nuit, eh bien, il y a une sorte de résilience et une volonté de construire une société qui soit démocratique, où il n'y ait pas de corruption. Ils se battent beaucoup contre la corruption. Et la mobilisation des jeunes cet été est celle qui a fait reculer Zelensky. Zelensky était prêt à supprimer le NABU, qui est l'organe anticorruption. Les jeunes se sont mobilisés, alors qu'on est en guerre et qu'ils sont bombardés. On aurait pu se dire ils ont d'autres priorités. Ils l'ont fait. Du coup, le NABU, Zelensky a fait un marche arrière. Le NABU a été conservé, qui est cet organe anticorruption. Et là, la semaine dernière, ils ont réussi à mettre la main sur l'ami proche de Zelensky, qui a détourné des centaines de millions de dollars à son profit. Et aujourd'hui, j'apprends que le ministre de la Justice est démissionné. Et ça, c'est parce que les jeunes se sont mobilisés pour dire oui, notre Ukraine, elle est européenne. Elle repose sur la solidarité, sur la justice, sur la démocratie et sur la paix. Donc oui, c'est le principal espoir de l'Ukraine, cette jeune génération à qui je tire mon chapeau parce elle est exceptionnelle. Je ne vous parle pas de tous les problèmes qu'ils ont, ceux qui sont à l'étranger en particulier, qui ont mauvaise conscience de ne pas être en Ukraine. Enfin, ils se mobilisent tous énormément. Vraiment. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui, je me demandais, mais du coup, est-ce que la Russie, vraiment, toute sa propagande se base que sur du mensonge? Est-ce qu'il y avait une part d'honnêteté, de vérité dans ce que disait Poutine, ou vraiment c'est plus une volonté impérialiste purement mensongère dans le but de reprendre ces territoires? Et dans ce cas, on peut aussi craindre qu'il aille ensuite, effectivement, comme le dit la communication européenne, ensuite attaquer d'autres États d'Est européens. Alors, dans tout message de propagande, il y a toujours une part de vérité. C'est ça qui est compliqué. Vous trouverez toujours, par exemple, un cas d'une église orthodoxe ukrainienne qui aura été encerclée par des orthodoxes d'Ukraine, de l'ex-orthodoxe d'Ukraine, des orthodoxes qui sont en colère. Comment vous pouvez continuer à prier pour le patriarche Kirill alors que Kirill vous bombarde? Et donc, il y a eu des cas, notamment en Ukraine occidentale, où des églises ont été encerclées et où on a forcé le prêtre à partir et où on a récupéré les locaux. Donc ça, c'est du pain béni pour la propagande russe qui l'utilise en disant, vous voyez bien qu'ils persécutent les chrétiens en Ukraine. Mais très sincèrement, je vous ai donné les chiffres, je vous ai donné les faits, je vous ai donné les logiciels. C'est peanuts par rapport à la réalité. Voilà. Ensuite, l'autre partie de la question, c'est est-ce que la Russie pourrait aller plus loin que l'Ukraine et que le Biélarus?
Oui, parce que l'économie russe, elle est devenue une économie de guerre. Les Russes, ils produisent rien. Ils avaient comme principale ressource les hydrocarbures. Or là, maintenant, le principal marché est coupé. Et à partir de 2027, on n'importera ni gaz ni pétrole. Et ce n'est pas du jour au lendemain que les Chinois et les Indiens, surtout que maintenant il y a des sanctions américaines, pourront être un marché alternatif. Donc, il y a une sorte de, il y a une sorte, pardon, Il n'y a pas de l'achat-revente via l'Azerbaïdjan et via la Biélorussie, etc. les Azéris prennent leur distance par rapport à la Russie, justement. Là, Aliyev vient de se signer un accord avec les Arméniens parce qu'il veut prendre ses distances par rapport à la Russie. Donc, et quel autre pays vous avez mentionné? La Biélorussie, alors je me trompe peut-être, mais la Biélorussie, non, enfin, il me semblait que justement, il y avait une augmentation de l'achat de gaz, etc., via des pays qui jouxent la Russie, etc. Alors, la Biélorussie, bien sûr, elle est complètement dépendante. Et il y a un autre pays qui est complètement dépendant des hydrocarbures russes, c'est la Hongrie et la Slovaquie, qui sont justement les- le problème de l'Union européenne, c'est qu'aujourd'hui, il y a des milliards qui pourraient être destinés à l'Ukraine, qui sont bloqués aujourd'hui parce que Orban et Fico mettent les droits de veto et veulent pas qu'on puisse aider l'Ukraine. Et donc, pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants des hydrocarbures russes. Ursula von der Leyen leur dit, mais vous aviez 3 ans pour changer de fournisseur. C'est ce qu'ont fait tous les pays d'Europe, y compris la France, euh, notamment en important du gaz liquéfié américain. Et, mais Orban dit, mais non, moi je suis un État encerclé, j'ai pas d'autre choix, ce qui est de la mauvaise foi pure. Non seulement il est dépendant des hydrocarbures, mais il est dépendant maintenant du logiciel des oligarques russes qui considèrent que l'Occident est décadent, que le renouveau moral, il peut venir que de la Russie, parce que la Russie s'est clairement positionnée contre la mondialisation libérale. Et là-dessus, il y a une connivence entre Trump et Poutine. Bruxelles, c'est la globalisation ultralibérale décadente. Et donc voilà, là il y a une véritable possibilité pour Poutine d'actionner et de freiner et de diviser l'Union européenne. Mais votre question au départ, c'était sur... est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, bah, du coup, elle portait effectivement entre guillemets, sur les objectifs de guerre de la Voilà. Russie réelle, Donc, puisque en fait, finalement, tout semble construit que sur un mensonge, en tout cas de leur côté, et de la propagande Oui. un peu qui amplifie certains micros. oui. Le mensonge de la propagande russe, là, je vous ai cité une des 4 causes que Lavrov, Poutine sortent à toutes les réunions européennes, mondiales. Ils disent, tant qu'on n'aura pas traité les causes profondes de la guerre, on s'en sortira pas. Donc il y a la cause religieuse dont on a parlé aujourd'hui. Il y a aussi la cause culturelle, historique et linguistique. Il y a la cause géopolitique, l'OTAN qui approche, et la cause politique, la démocratie ou l'empire. Donc, Poutine, il utilise ces causes profondes pour dire, voilà, moi, je crée un État-civilisation qui défend le monde russe. Et dans cet État-civilisation qui défend le monde russe, eh bien, j'accueille tout le monde. Et donc, j'accueille le Bélarus, j'accueille l'Ukraine, j'accueille les pays baltes. Les pays baltes, vous avez fait partie de l'Union soviétique, vous avez fait partie autrefois de l'Empire russe. Même chose pour la Finlande, vous avez fait partie de l'Empire russe, vous avez fait partie des pays baltes. Là, maintenant, c'est l'OTAN qui vous envahit. Moi, je vais récupérer ce qui nous appartient. Donc, le logiciel monde russe, avec les 4 causes profondes, il est tout prêt pour envahir la Finlande, envahir la Pologne, qui a fait partie de l'Empire russe, envahir les pays baltes, qui a fait partie de l'Empire russe. Et ce n'est pas moi qui l'invente, ça, c'est Poutine lui-même qui, en 2021, a dit à Joe Biden, moi, si les pays de l'OTAN, à commencer par vous, Joe Biden, vous acceptez de revenir aux frontières de l'OTAN de 1997, je n'envahirai pas l'Ukraine. Frontières de l'OTAN de 1997,
ça s'arrête à l'Allemagne. Ça veut dire c'est sans la Pologne, sans la Slovaquie, sans la Tchéquie, sans la Roumanie, sans la Hongrie, sans la Bulgarie. Tous ces pays, ils ont intégré l'OTAN à partir de 98-99. Donc, donc voilà, lui, ce qu'il veut, c'est reconstituer la période soviétique où Moscou dominait à travers le pacte de Varsovie jusqu'à l'Allemagne de l'Est. Vous voyez? Donc là, il ne s'est pas montré aussi gourmand, il a dit aux frontières de 97 de l'OTAN. Donc, comme il y avait déjà eu la réunification allemande à ce moment-là, mais bien entendu que l'étape d'après, ça sera de dire, bah, attendez, l'Allemagne de l'Est, c'est nous. Enfin bon, donc il est dans une logique d'économie de guerre qui repose que sur la guerre. Si demain la guerre s'arrête avec l'Ukraine, son économie s'effondre. Il a plus de pouvoir, il n'a plus rien. Et déjà aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui disent, notamment la gouverneure de la Banque de Russie, Naboulina, qui a des taux d'intérêt supérieurs à 20%. Le rouble est vraiment sous pression aujourd'hui. Si demain le rouble dézingue, il y aura des manifs dans la rue et Poutine ne pourra pas tenir son pouvoir. Donc, il ne peut se maintenir au pouvoir que par la guerre. Et c'est déjà ce que Boris Nemtsov avait montré dans son rapport qu'il avait publié, et le lendemain, il s'est fait assassiner. Et du coup, dans la politique française, parfois on voit qu'il y a des milieux peut-être plus souverainistes, etc., qui ont tendance parfois à avoir des connivences avec la Russie, à dire que Poutine il fait de la guerre politique, etc. Et ces gens-là, ils sont souvent des gens influencés ou naïfs, enfin, selon vous. Ça, il faut que vous lisiez mon livre. Ah, C'est pas parce que je veux faire de la pub, mais dans ce livre, je prends cette question très au sérieux. Comment se fait-il qu'en France, et moi ça fait depuis, je vous dis, j'ai vécu longtemps là-bas, et donc quand je suis revenu ici en 2011, j'ai été surpris de voir que la majorité des Français étaient favorables au dialogue avec la Russie, ils ne connaissaient pas l'Ukraine. Et donc j'ai étudié cette question de près, j'ai étudié aussi dans l'enseignement de la science politique en France. Pourquoi c'est des gens comme Hubert Védrine ou d'autres qui dominent la façon avec laquelle on enseigne la science politique, qui est une façon très machiavélienne, très réelle politique. Euh, et je peux vous dire que je me suis pas mal écharpé avec pas mal de gens et je suis pas mal passé justement dans les médias pour essayer de répondre à toutes les fake news. Et je constate que depuis 2014 et surtout depuis 2022, il y a eu quand même un renversement de la situation au point que Marine Le Pen considère que cette guerre que conduit la Russie contre l'Ukraine est injuste. Elle s'est positionnée contre cette guerre. Et Jean-Luc Mélenchon, pareil, a fini par condamner cette guerre. Et alors, ils n'en sont pas encore au point à accepter de livrer des armes, mais il y a quand même maintenant à l'Assemblée nationale, aujourd'hui encore, une majorité de députés qui sont favorables non seulement à soutenir l'Ukraine, mais à livrer des armes à l'Ukraine. Et récemment, j'ai participé à une soirée d'un projet qui s'appelle Sky Shield for Ukraine. Ça veut dire protection du ciel ukrainien à partir des avions français et de la coalition des pays volontaires de Pologne. 63% des Français sont favorables à protéger le ciel ukrainien à partir des avions militaires français basés en Pologne. Donc ça veut dire qu'il y a eu un véritable retournement de l'opinion publique à partir du moment où eh bien, Poutine a été obligé de mettre ses cartes sur table. Jusqu'à présent, enfin jusqu'en 2022, il essayait d'avoir des amis dans tous les partis. Aujourd'hui, c'est vraiment ceux qui sont pieds et poings liés avec la Russie, qui ont reçu des financements en particulier, qui sont donc dépendants de la Russie, enfin, je ne veux pas citer de nom, qui sont à continuer. Enfin, de toute façon, c'est bien connu que des gens comme Philippot, comme Mariani, etc., sont des gens qui sont financés par la Russie et qui sont allés en Crimée pour dire que le pseudo-référendum était un vrai référendum, contre tout ce que la presse occidentale disait. Donc oui, il y a encore des gens comme ça qui continuent à penser que
que Poutine a raison de se défendre contre un Occident décadent, impérialiste et otanien, mais ça devient la minorité. Et on a gagné, je dirais, le combat de l'opinion euh, grâce à des arguments sur toutes les causes profondes de la guerre et grâce au fait que Poutine lui-même, chaque jour, bombarde les civils. Enfin, sa position, elle est juste indéfendable. Quand on voit des maternités bombardées, quand on voit des chasses à l'homme contre des civils à Kherson, quand on voit qu'aujourd'hui, c'est des villes comme Kiev qui n'ont pas d'électricité, qui gèlent de froid. L'hiver en Ukraine, ça peut aller à -20. Et je ne vous dis pas comment c'est dans les tranchées. Donc là, il y a des milliers de dossiers de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et même de crimes de génocide. Donc la personne qui aujourd'hui veut défendre Vladimir Poutine en France, il faut vraiment qu'elle soit très, très, très bien financée, quoi. Mais surtout s'il était si réel politique, machiavélien, il aurait déjà fait un deal avec Trump. Enfin, parce que Trump aurait tout accepté pour arrêter la guerre. Donc, Voilà. Et c'est pour ça que moi, dès le départ, j'ai dit que c'était vraiment un conflit de civilisation et qu'il fallait prendre au sérieux les causes profondes de la guerre dont parle Poutine. Absolument.